Pouvan A est né le 10 mai 1895 à Huahine, aux îles sous le vent. Il quitte très tôt l'école à l'âge de 10 ans et sera formé par son père au métier de charpentier. Et à Fare, son petit village qui à l'époque ne comptait que 1000 habitants, les activités religieuses rythment le quotidien. Il grandit dans la religion protestante et vit dans un milieu où la pratique de la Bible est très poussée, ce qui lui permettra plus tard de devenir un excellent orateur. 1914, la Première Guerre mondiale éclate et les établissements français d'Océanie vont participer malgré eux au conflit. Papeete, la capitale de Tahiti, est bombardée le 22 septembre 1914 par 2 cuirassés allemands. La population locale est complètement choquée et va donc décider de porter main forte à la nation. Plus de 1000 hommes sont fournis à l'armée française. Et c'est donc tout naturellement que Pouvan A va s'engager comme volontaire dans le bataillon mixte du Pacifique le 13 avril 1917. Il montera au front à Champagne, une région de France, et connaîtra l'enfer des tranchées. À leur retour, à Tahiti, le 28 juin 1919, ils seront accueillis en véritables héros. Pouvan A s'installe alors à Papeete où il exerce plusieurs petits métiers et par la suite marchand ambulant. Et vivant maintenant dans la capitale, il prend petit à petit conscience des injustices et des inégalités qui sévissent dans la société. Il réalise que les pouvoirs politiques et économiques échappent aux Tahitiens et qu'ils deviennent eux-mêmes étrangers sur leur propre terre. Il n'existe pas encore de tribune politique pour les gens du pays. En fait, il n'y a pas d'élection à l'époque, ou alors très peu, et de toute façon, les décisions importantes sont réservées au gouverneur et à son entourage. C'est en 1940 que Pouvan A devient un véritable personnage public. Deuxième guerre mondiale, et en tant qu'ancien combattant, il décide de s'engager et devient membre du comité de Gaulle. Il va participer activement au ralliement des établissements français d'Océanie à la France libre, plaçant donc la colonie sous l'autorité du général de Gaulle. Cependant, plusieurs scandales éclatent quand la population apprend que les ravitaillements ne sont pas équitables entre Tahitiens et expatriés. En fait, un système de bons est mis en place pour faire les courses. Mais les familles tahitiennes n'ont droit qu'à des petits achats, genre une boîte de lait, un petit pain, c'est tout. Tout le reste des produits frais, la viande, les légumes et autres, sont consignés et réservés pour les fonctionnaires. C'est alors que, soutenu par le peuple, Pouvan A s'oppose et dénonce les dérives de l'administration coloniale. Il mène des actions offensives qui inquiètent le gouverneur et les représentants de l'État. Il y a une scène qui est vraie où on le voit sauter sur une charrette qui amène du pain et du lait. Il va sauter sur cette charrette et en fait distribuer du pain à la population. Un véritable Robin des Bois quoi. Il voudra par la suite lancer une pétition contre ces profiteurs de guerre, mais celles-ci sont interdites dans la colonie. On ne remet pas en question les pleins pouvoirs du gouverneur. C'est ainsi qu'en août 1942, il est arrêté et assigné à résidence à Huahine. Ça va être le début de l'acharnement du gouverneur à coups de condamnation, d'assignation à résidence et d'exil forcé. Fin de la Seconde Guerre mondiale, la France s'engage dans une série de réformes qui concernent l'outre-mer. C'est donc enfin le début de la vie politique à Tahiti. Pouvan A veut évidemment saisir cette opportunité pour concrétiser son engagement. Il se présente, mais ne recueille que quelques voix face au pasteur Vernier, une figure populaire et unanimement respectée à l'époque. Le fameux bataillon des guitaristes, très connu d'ailleurs, revient à Tahiti en janvier 1946. Et en signe de reconnaissance, on leur promet des postes dans l'administration. En même temps, de nouvelles élections sont programmées pour finaliser la mise en place de la Constitution de la 4ème République, qui prévoit notamment de supprimer le mot colonie. Les établissements français d'Océanie deviennent territoire d'outre-mer. Pouvan A se présente à nouveau aux élections de juin. Mais là, un refus de campagne lui est ordonné par le gouverneur. Faisant référence à tous ses problèmes avec la justice en 1942, il sera privé de tous ses droits civiques jusqu'en 1950. Il décide de ne pas se soumettre et démarre les réunions de campagne. En réponse, le gouverneur avertit par la presse que le candidat Pouvan A est inéligible. Malgré une élection falsifiée, plus de 3700 bulletins sont enregistrés comme nuls et sont attribués pour beaucoup au fameux candidat inéligible. Après ces élections, Pouvan A et les siens créent le comité Pouvan A en février 1947, dont la mission est de lutter contre les injustices et les abus flagrants. Juillet 1947, 3 fonctionnaires métropolitains arrivent par bateau. Cependant, on estime qu'ils sont inutiles puisque, vu leur fonction, on pourrait trouver facilement des Polynésiens qualifiés pour assurer le travail quoi. 2000 manifestants se retrouvent alors sur le quai. Les passagers sont contraints de rester à bord du bateau. Mené par Pouvan A, c'est sa première action sur les quais de Papeete. Il ne pouvait pas accepter que son peuple ne soit pas traité correctement. Il est arrêté et accusé de complot contre la sûreté de l'État et d'obstruction à la venue de fonctionnaires métropolitains. Pouvan A est désormais considéré comme ennemi de la nation. La même année, Pouvan A prône la socialisation des cadres, c'est-à-dire donner plus de responsabilités et d'accès aux rôles importants à la population, en formant la jeunesse locale auprès des autorités. L'idée n'est pas considérée comme sérieuse. D'après les gouverneurs et les fonctionnaires, le Tahitien est un grand enfant. Je cite: on ne pourra jamais leur confier les leviers de commande d'aucune machine sociale, économique ou politique sans qu'il en résulte de fâcheux incidents. Octobre 1949, après le décès soudain du député à l'Assemblée nationale, une élection imprévue est programmée. Élection qu'il remporte largement devant le pasteur Vernier et Pouvan A devient alors le premier député tahitien. Là où il est.
Suite à cette première victoire électorale, le comité Pouvan-A et le mouvement d'union des volontaires, en gros les anciens combattants qui soutenaient les idées de Pouvan-A, fusionnent pour créer le Rassemblement démocratique des populations tahitiennes, le RDPT. Il devient donc le premier parti politique du territoire. Oh ça c'est fou ça, c'est le premier parti politique, c'est Pouvan-A. Les objectifs du RDPT sont d'obtenir l'indépendance et de lutter contre le capitalisme. Un gouvernement tahitien pour les Tahitiens, par les Tahitiens. Il veut des Tahitiens au pouvoir, c'est le sens de son combat politique. Que le citoyen polynésien ait au moins les mêmes droits que le citoyen métropolitain. Ce qui peut être contradictoire. On veut être Tahitien, on veut qu'on reconnaisse notre particularisme tahitien, mais on demande les mêmes droits que les citoyens français. Pour reprendre Bruno Sora, sociologue, si on prend en tahitien la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, ça donnerait Tiamara, Afait-Ora, Aute-Ra. Pas d'ambiguïté sur les deux derniers termes, égalité, fraternité, ça se comprend très bien. Il y a cependant un gros flou en termes de définition sur le mot Tiamara, qui veut pouvoir dire à la fois propreté, le fait d'être digne, d'être bien, la liberté ou alors la libération. Et c'est sûrement sur cette ambiguïté que joue Pouvan-A en prenant à son propre jeu la devise de la République. L'emblème du RDPT sera le drapeau polynésien rouge et blanc. En Pouvan-A, le peuple a trouvé son meneur, on le surnomme alors Metua, le père en tahitien. 1950, il part en France pour siéger pour la première fois à l'Assemblée nationale. Sa fonction de député, il la voit comme une véritable mission religieuse, sauver son peuple. 2 septembre 1951, Pouvan-A est réélu avec plus de 70% des suffrages. Alors que Pouvan-A prône la rupture avec la France, certaines personnes trouvent que la colonisation est assez douce et qu'il vaut mieux travailler avec l'argent de la France que sans. Mais le combat de Pouvan-A, c'est plus un combat pour être que pour avoir. Un combat éthique, un combat moral pour s'assumer et porter seul son fardeau pour être libre. Mais c'était pas forcément de cette façon que tout le monde voulait faire de la politique. Alors qu'il n'occupe plus de fonction officielle au sein du gouvernement français, le général de Gaulle arrive à Tahiti le 30 août 1956 pour une visite de quelques jours. Le jour de son arrivée, il donne un discours pour le moins ambigu sur le futur de la Polynésie et sur un monde nouveau. Le règne de l'énergie atomique apporte à tous les hommes à la fois d'immenses possibilités de progrès et une terrible menace. Eh bien, dans le monde tel qu'il devient, Tahiti, jusqu'à présent lointaine, isolée au milieu des mers, Tahiti tout à coup voit s'ouvrir un rôle important, un rôle nouveau sur le globe terrestre. Il n'est que d'imaginer les périls que la menace atomique fait peser sur la Terre pour voir que Tahiti, là où elle est, entourée de l'immensité invulnérable de l'océan, Tahiti peut être demain un refuge et un centre d'action pour la civilisation tout entière. Voilà comment la transformation du monde, à laquelle nous assistons, donne à votre île et aux îles qui l'entourent une importance tout à coup très grande. C'est dire avec quelle force je crois que votre pays doit continuer de faire la route avec la France vers le destin commun du progrès, du bonheur et de la grandeur. Le général de Gaulle, c'est un homme qui anticipe. En fait, en 1956, lors de son discours, il avait déjà en tête que la Polynésie deviendra très prochainement le centre d'expérimentation de la bombe H. À la même période, le gouvernement socialiste français a la volonté de voir appliquer la Constitution de 1946, qui donne au peuple d'outre-mer la possibilité de gérer leurs propres affaires. C'est ainsi qu'en juillet 1957, à l'Assemblée nationale, est adoptée la loi cadre de fer. En gros, c'est une loi qui donne une plus grande autonomie aux élus polynésiens. Et c'est ainsi que le 11 décembre 1957, Pouvan-A devient le premier vice-président du territoire de la Polynésie française. Il occupe le second poste de l'exécutif après le gouverneur qui reste la première autorité. De retour à la tête de l'État le 1er juin 1958, le général de Gaulle propose immédiatement d'organiser un référendum pour interroger les populations françaises sur son projet d'une nouvelle constitution. Pour l'avenir de la Polynésie française, cet enjeu est capital. L'application de cette nouvelle constitution permettra aux populations des collectivités d'outre-mer de choisir leur statut après le référendum. En gros, on pose une question à la population: est-ce que vous voulez rester rattaché à la République? Oui ou non. Les recommandations en provenance de Paris sont très explicites. Premièrement, la Polynésie doit voter oui. Deuxièmement, il est impératif qu'elle choisisse le statut de territoire d'outre-mer, donc rattaché à la République. Pouvan-A va de son côté faire le tour des îles à bord d'un simple bonitier pour allier le plus de monde à sa cause. Il ne reculera devant rien pour convaincre le peuple de le suivre et de voter non. 28 septembre 1958, le oui l'emporte largement avec 64% des suffrages. Pouvan-A connaît alors sa première défaite électorale depuis 1949. Il reste le vice-président mais perd de son pouvoir. C'est alors que les autorités politiques tentent de trouver très rapidement un moyen
pour l'évincer définitivement, avant que l'Assemblée se prononce sur le statut qu'elle choisira d'adopter. Le but, c'est d'empêcher Pouvan-A de proposer un statut qui ne conviendrait pas à la République. Le gouverneur reçoit l'ordre de s'opposer par tous les moyens à Pouvan-A. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent dans la ville sur ce qui pourrait arriver. Pouvan-A et ses proches vont se réunir dans sa maison. Mais dans la panique générale, des partisans des autres partis, donc opposants à Pouvan-A, se joindront à la masse. On sent une odeur de gasoline dans le quartier. Le 10 octobre, à l'aube, les forces de l'ordre encerclent la maison. Pouvan-A est prié de se rendre. Ils vont procéder à une fouille qui n'était en fait qu'une pièce de théâtre méticuleusement orchestrée. Les militaires entrent dans une chambre, vont directement sous le lit et sortent 2 fusils. Dans une autre chambre, ils trouvent un gros coquillage rempli de munitions. Et dans la commode du lit, un livre cachant des images pornographiques. Sur le terrain vague voisin, au pied d'un tumuru, ils trouveront même un cocktail Molotov. Il est condamné à 8 ans de réclusion criminelle et à 15 ans d'interdiction de séjour en Polynésie. Alors, revenons sur la Constitution, le oui l'a emporté. Il faut donc choisir le nouveau statut de la Polynésie. C'est alors qu'interviennent les adversaires politiques de Pouvan-A qui disent, en quelque sorte, nous venons de vivre des événements dramatiques parce qu'on est allé trop vite dans l'autonomie. Donc il faut revenir sur quelque chose de moins politique. Il faut se contenter simplement à une administration des choses, en redonnant au gouverneur des pouvoirs importants et en faisant en sorte que dans le conseil du gouvernement, on ait simplement les affaires en cours à gérer. Le 23 décembre 1958, une ordonnance est signée par le général de Gaulle qui réduit à néant la loi cadre de fer. Le poste de vice-président est supprimé, les ministres ont perdu leur titre et le gouverneur redevient l'homme tout-puissant du territoire. En 59, Pouvan-A et une quarantaine de ses partisans sont jugés. Pouvan-A apparaît alors amaigri et affaibli après plus d'1 an d'emprisonnement. Il dira les chefs d'inculpation seront quand même adoucis pour ne pas qu'il risque la peine capitale. Ce serait trop gros de condamner à mort un vieux monsieur qui était dans son lit cette nuit-là. Âgé de 63 ans lors de sa condamnation, on le condamne surtout à ne plus revenir chez lui. En fait, Pouvan-A a été victime de l'État, mais aussi des riches de Tahiti. L'État voulait l'écarter pour leur prochain projet du nucléaire. Et pour les riches, l'indépendance en fait signifiait pour eux la misère. Certains confieront même plus tard, c'est vrai, on a été dur avec Pouvan-A, mais s'il était resté, jamais on aurait pu réaliser les affaires que nous avons faites. Pouvan-A est incarcéré à Marseille, en France. À 67 ans, il quitte le milieu carcéral et sera assigné à résidence à Paris. Dès le retour du général de Gaulle au pouvoir le 1er juin 1958, le programme du nucléaire connaît une accélération notable. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Pouvan-A, de son côté, espère voir le RDPT affirmer une force d'opposition. Le parti doit persister dans la voie de l'indépendance et demander un référendum. Mais le gouverneur et la République vont utiliser un texte qui date de 1936 et qui fait qu'on n'a pas le droit de demander l'indépendance d'un morceau du territoire français. Comme la Polynésie a choisi de voter oui en 58 et de rester française, elle n'a plus le droit de demander l'indépendance. On va donc dissoudre le RDPT et si 2 leaders du RDPT se rencontrent, ne serait-ce que pour discuter dans la rue, on pourra les arrêter et les accuser de reconstitution de ligue dissoute. De ce fait, on a aussi anéanti toute possibilité de s'opposer au CEP. Mururoa et Fangataufa seront donc cédés à la France comme un bail de location gratuite pour une durée non déterminée. Le premier tir nucléaire aura lieu le 2 juillet 1966 au-dessus de l'atoll de Mururoa. Le 23 février de la même année, Pouvan-A bénéficie d'une remise de peine. Sa liberté reste toute relative puisque son interdiction de séjour lui est imposée sur l'ensemble des territoires français du Pacifique. Pour lui, sa seule peur, c'est que son peuple l'oublie. Est-ce que son peuple sera toujours là pour lui? Est-ce que son peuple sera toujours derrière lui quand il reviendra? Malgré plusieurs tentatives des élus pour obtenir une clémence présidentielle, seule une lettre parvient à convaincre le général. En fait, c'est le jeune évêque Michel Coupendrath qui rédigerait une lettre adressée au président de la République. Dans celle-ci, il lui prie d'alléger les souffrances d'un homme et d'aider à l'apaisement des esprits. Pouvan-A est alors âgé de 73 ans. S'il vient à mourir en France en exil, il sera alors élevé au rang de martyr et ça, la France ne le souhaite pas. Ils doivent donc trouver une excuse pour à tout prix le libérer et le faire revenir sur son île. En 68, ça fera 50 ans que l'armistice a été signé et dans ce cas, pour célébrer cet anniversaire, on pouvait aussi avoir des mesures de grâce. Elle veut surtout se débarrasser du cas de Pouvan-A. Le 30 novembre 1968, après 9 ans d'exil, le Métois revient enfin parmi les siens.
Son arrivée donne lieu à un important rassemblement de ses sympathisants à l'aéroport, puis à la mairie de Papeete. Dans sa première allocution et après 10 ans de silence forcé, il appelle à l'union de tous les partis. Le Métois clame son innocence et demande que justice lui soit rendue. Il est élu sénateur le 26 septembre 1971. Par cette victoire, on lui offre une réhabilitation symbolique. Il est aussi le premier défenseur de la reconnaissance de la langue tahitienne. Ça veut dire, si on a eu la chance d'avoir tahitien à l'école, même si j'étais pas très attentif et que je bavardais beaucoup, bah c'était grâce à Pouvan A. 10 ans après les débuts de l'implantation du CEP, l'année 73 marque la première manifestation populaire anti-nucléaire dans les rues de Papeete. En tête de cortège, Pouvan A défile dans son fauteuil roulant. Pendant 10 mois, l'institution est bloquée. Aucune issue n'est encore trouvée à cette crise politique lorsque le 10 janvier 1977, à 82 ans, le sénateur O'Opa s'éteint. Le 29 mai 1977, un statut d'autonomie de gestion est donc accordé à la Polynésie française. C'est pourquoi on peut maintenant avoir un président, par exemple. Pouvan A n'a malheureusement pas pu voir ce projet se concrétiser de son vivant. En 82, un buste commémoratif est installé à Papeete en son honneur. Le nom de l'avenue Pouvan A O'Opa a remplacé celle de l'avenue Brua. Ce n'est qu'en octobre 2018 que toute la révision de son procès et de son dossier a été effectuée, annulant ainsi la condamnation et l'exil de ce grand homme, 40 ans après sa mort. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, c'était trop important de vous partager cette histoire incroyable parce que je pense que comme la plupart des Polynésiens, des Tahitiens, des jeunes d'aujourd'hui, on nous a toujours parlé de Pouvan A, c'est un héros un peu populaire qui fait partie de la culture locale, mais j'ai jamais vraiment eu le temps de prendre le temps de m'intéresser à son histoire. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'à l'école, au lycée, il n'y a pas un chapitre sur Pouvan A. On connaît l'histoire de la France, on connaît les héros français ou par le monde, mais je connaissais même pas l'histoire du premier président tahitien qui s'est battu pour nous, pour notre liberté. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça a été intéressant. Évidemment, cette vidéo est loin d'être complète, j'espère qu'elle vous donnera envie de vous documenter, qu'elle vous donnera envie d'être curieux, de vous renseigner. Bref, merci Pouvan A parce que on est encore là aujourd'hui. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Maururu Métois et à toutes.